Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuel Vandamme, président de POP et coordinateur des assembleurs. Je voulais donc vous souhaiter la bienvenue à ce NEC local organisé par les assembleurs, le Hub numérique inclusif des Hauts-de-France. Le Hub, pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, est né en 2019, un projet porté par la région, le CILAB, Laboratoire d'innovation publique de l'ex-DRJSS, désormais la DRETS, et POP. Depuis 2 ans, il s'est pas mal développé. On a mené beaucoup de projets avec pas mal de gens qui sont dans la salle, qui étaient déjà là au démarrage de l'installation du hub. Et la petite actualité du hub qu'on va vous partager, c'est que en 2022, on va transformer la structure en une coopérative d'intérêt collectif, une SIC, dans laquelle on proposera à tous les partenaires du territoire de s'impliquer. C'est aujourd'hui notre deuxième NEC local. On avait fait un en période de confinement avec Cédrico à Arras début 2020. Un événement qui s'intègre dans le dispositif numérique en commun national et régional. Vous avez des petits livrets sur notre dernier NEC, le NEC Hauts-de-France 2020, qui sont à disposition. Et pas mal de ressources aussi qui ont été produites dans le cadre du NEC national 2020 qui avait eu lieu à Angoulême il y a environ un mois. Et on va terminer la saison là par un autre NEC local à Maubeuge, mi-décembre, organisé par Efficience. Le fil conducteur qu'on a choisi pour ce NEC, c'est la question des lieux de la médiation numérique. On constate, nos assembleurs, que notamment depuis le confinement et la crise sanitaire, il y a une forme d'extension du domaine de l'inclusion numérique. Il y a de nouveaux publics qui sont touchés, il y a de nouveaux lieux qui sont concernés, de nouveaux domaines d'action qui nécessitent de renforcer plus que jamais les actions de médiation numérique. Et nous, aux assembleurs, notre vision de cette manière de répondre à cet énorme enjeu social et sociétal qu'est l'inclusion numérique, c'est de le faire de manière coopérative, de le faire de manière collective. Et on se rend compte que si on veut explorer ces nouveaux territoires de l'inclusion numérique dans la santé, dans le domaine éducatif, dans les campagnes, enfin tout ce qu'on va brosser aujourd'hui dans tous ces nouveaux lieux où se fait l'inclusion numérique, on ne pourra le faire que collectivement et que de manière coopérative. Et c'est aussi pour ça qu'on se transforme en coopérative. Avant de passer la parole à Kimoural et à Emmanuel Delamarre, je voudrais remercier tous les partenaires. J'ai déjà mentionné la région, il y a aussi le FEDER qui cofinance l'événement, le CILAB, l'ADRETS, le SGAR, la préfecture de région, l'ANCT présente aussi aujourd'hui, la métropole européenne de Lille, tous les adhérents des assembleurs, plus d'une trentaine d'adhérents. Je voudrais excuser la région, Maxime Cabaye, qui devait être présent ce matin et qui a eu un empêchement de dernière minute. Et donc, avant de passer la parole à Hakim Moural, adjoint au maire de Lille sur la ville numérique et conseiller métropolitain délégué au numérique, je passe la parole à Emmanuel Delamarre, qui nous accueille ici, dans ce magnifique lieu, la Pleine Image. Merci, Emmanuel. Merci Emmanuel. Alors, on a monté un club d'Emmanuel ce matin. Enfin, on est quelques-uns dans la salle, donc on en profite. Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc je suis Emmanuel Delamarre, je suis directeur de Pleine Image. Donc Pleine Image qui est à la fois site d'excellence métropolitain et parc d'innovation de la région Hauts-de-France, dédié aux industries créatives. Vous voyez que dans notre titre, on ne met pas le mot numérique, mais en même temps le numérique est partout dans les actions que nous menons et dans l'entrepreneuriat que nous accompagnons ici, que ce soit dans le monde de l'audiovisuel, dans le monde du jeu, dans le monde de la musique. Voilà, c'est pas vous pouvez l'apprendre, mais le numérique est partout. Et on est toujours très très surpris de voir que dans certains publics, on n'a pas accès à tous ces outils. Et même si on utilise le numérique au quotidien, la compréhension de ce que sont les enjeux du numérique, les potentiels aussi demain sur les métiers, on a encore beaucoup de choses à faire là-dessus et à agir. Nous menons depuis alors 6 ans, plus de 6 ans maintenant, on a une année où on n'a pas fait, donc c'était la 5e édition il y a 10 jours, le Forum Air Numérique, où on rassemble des collégiens et lycéens venus de toute la région. Donc on a eu quasiment 700
cette année, auprès desquels on mène des ateliers. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas être dans le top-down, mais être vraiment avec eux à travailler autour de projets, de jeux, d'images, et leur faire découvrir le numérique autrement et les faire entrer dans ces futurs métiers qui font de notre quotidien. Donc voilà, on agit à notre échelle, hein, c'est-à-dire que les enjeux sont tels sur la question de l'inclusion numérique qu'on ne peut pas aller sur tous les chantiers. On a déjà essayé d'ouvrir ce site, à commencer avec les gens du quartier. Je pense que c'est aussi important, un site comme celui-ci, si on met des barrières autour, ben, on va s'exclure de la ville, ce qui aurait été quand même une hérésie dans ce lieu qui est au cœur d'un quartier politique de la ville, et là où Emmanuel Macron est venu porter son discours en novembre 2017 sur la politique de la ville. Donc, voilà, on a voulu ouvrir, faire un lieu pour toutes et pour tous, à commencer pour les gens du quartier. Et juste en quelques chiffres, hein, aujourd'hui, on héberge sur ce site de 4 hectares et demi, à peu près, voilà, les chiffres changent assez régulièrement, mais à peu près 150 entreprises aujourd'hui qui sont installées ici et qui développent de l'activité, qui créent de la valeur ici sur place et qui font rayonner la métropole et la région. Le deuxième point en termes de chiffres, c'est l'incubateur. Donc, on accompagne des créateurs dans ces domaines du jeu, de l'audiovisuel et de la musique. Et aujourd'hui, on a 50 projets qui sont incubés juste en dessous de vous. On les a mis à la cave parce qu'on a un chouette espace juste en dessous qui est très, très chouette pour pouvoir bosser. C'est aussi 8 formations, donc avec des écoles, des grandes écoles, et en même temps des formations qui accompagnent au quotidien jeunes et moins jeunes dans des logiques soit d'insertion ou de transformation et de changement de parcours de carrière, et puis des centres de recherche, et 2 centres de recherche qui sont là aujourd'hui. Donc, quand on est à plein, on est à peu près 1800 personnes sur le site. Alors, ça fait 1 an et demi où c'est un peu compliqué d'être à plein, hein, mais voilà. La logique de physicalité, qui est l'essentiel de la promesse d'un lieu comme le nôtre, on a eu du mal à la tenir, cette promesse, sur les 18 derniers mois. On est en train de retravailler tout ça et d'y arriver un peu plus. J'espère que les semaines à venir, on va pouvoir ne pas refermer. Et si, une chose que je n'ai pas dite par rapport au lien au territoire et à la proximité, c'est que l'accompagnement entrepreneurial qu'on mène sur nos domaines d'expertise, pour nous, ce n'était pas suffisant et on voulait une vraie ouverture sur le quartier. Et donc, depuis 3 ans, on a différentes démarches, à savoir une fabrique à entreprendre, donc, qui est un lieu de premier niveau pour des personnes qui souhaitent entreprendre dans le quartier, quel que soit le type de projet. Donc, on est vraiment au niveau d'accueil niveau 1 sur ces questions avant d'envoyer vers les autres acteurs du territoire. Et puis, on va même agir en amont sur des dispositifs type Cité Lab et Cité éducative, où au cœur des quartiers, dans les collèges, dans les lycées, faire de l'entrepreneuriat un possible pour ces jeunes, pour demain, pour aussi se créer leur propre emploi, et qui n'est pas simple, qui peut être aussi ailleurs que dans le numérique. Et voilà, ce lien au quartier, pour nous, est extrêmement important, parce qu'il faut qu'on ait des racines locales extrêmement fortes pour mieux rayonner au niveau national et international pour le territoire. Voilà, je vais m'arrêter là parce que comme on est quelques-uns à être bavards autour de la table, je vais m'arrêter et je vais passer la parole à Hakim. Merci à toutes et à tous. Profitez bien de cette journée et au plaisir de vous recroiser à la Pleine Image. Merci. Tout de suite, les accusations désagréables sur le fait que je sois long. Non, mais je vais aller vite, je rassure. D'abord, je salue évidemment les assembleurs, toute l'équipe, et Emmanuel Vandamme sur ces différentes casquettes sur la question de la médiation numérique. Je suis ravi d'être entouré aussi de l'ANCT, hein, Margot notamment, qui connaît bien le territoire, toute la région, je crois quand même que j'ai vu quelqu'un de la région, et toutes les, voilà, c'est ce que je me disais, tout le monde est là, et je pense que la famille territoriale, locale, comme tu l'as évoqué Emmanuel, est réunie. Ravi d'être à la Pleine Image, d'abord parce que la Pleine Image, vous savez, c'est en tant qu'élu de la métropole sur ces sujets numériques, notamment l'économie numérique comme on l'appelle, la Pleine Image, c'est d'abord les industries créatives, c'est d'abord la capacité à faire de l'idéation de tous les projets autour du numérique. Et donc, quel meilleur lieu que la Pleine Image, entourée de pas mal d'acteurs de l'image autour qui nous permettent d'avancer sur ce sujet. L'a évoqué tout à l'heure Emmanuel, qui est l'excellent directeur de cette maison. C'est un lieu aussi d'inclusion professionnelle, puisque ça y accueille aussi des formations de tout niveau qui nous permettent d'avoir des jeunes qui parfois sont en décrochage,
de pouvoir avoir accès à ces métiers qui peuvent paraître de loin des métiers avec des forts niveaux de qualification. Mais il n'y a pas que ça dans l'inclusion numérique et la médiation numérique. Parce que d'abord, il y a des gens qui travaillent, et vous en êtes, sur ces sujets depuis de nombreuses années, qui ont vu avec l'arrivée du numérique, de l'informatique, parfois un besoin de se dire on ne va pas laisser les personnes de côté, Emmanuel l'a évoqué, les laisser au bord de la route parce qu'on voyait bien que les transactions, les relations se faisaient de plus en plus sur le numérique. Et il y a des acteurs, notamment dans les tiers-lieux, hier on était entouré aussi de la famille des tiers-lieux à Lille, au Bazar Cinsault, où on a évoqué l'enjeu des tiers-lieux et du numérique. Je pense que tous ces acteurs, tout cet écosystème positif a cette vocation à faire émerger une parole qui dit une chose, c'est que le numérique, ça doit être un progrès social avant toute chose. Et ça, c'est fondamental. On ne fait pas de science, on ne fait pas d'innovation technologique sans que ce soit un progrès pour la société. Et l'enjeu pour nous, et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est quand même se dire qu'on a une telle forte accélération du numérique dans notre société, de son implémentation, on l'a vu avec le Covid, qu'on voit bien qu'il y a des décrochages. Je ne reviens pas sur ce qu'a pu dire la secrétaire générale du Secours populaire qui, pour évoquer la question de la dématérialisation des services, on voyait bien qu'il y avait du non-recours au droit et que de plus en plus, on a des gens fragiles qui, de plus en plus, n'allaient plus chercher leurs droits parce qu'ils étaient absolument incapables d'aller devant un formulaire pour pouvoir s'identifier. Et ça, c'est des vrais enjeux que vous portez les uns et les autres et sur lesquels il n'y a pas de sujet. On n'est pas là pour se faire plaisir. C'est qu'on a un vrai sujet de promesse républicaine. C'est qu'il faut vraiment que tout à chacun puisse avancer sur ces questions. Et d'ailleurs, je salue les centres sociaux connectés qui aussi, depuis longtemps, ont travaillé sur ces sujets. Bon, je ne vais pas être trop long parce qu'au fond, on a tellement d'enjeux sur ces questions. Je voulais vous dire seulement, et tous les acteurs, je pourrais en citer, Emmaüs Connect, que j'ai vu tout à l'heure, ces sujets où on va chercher les plus fragiles, il n'y a pas que ça. Il y a aussi nos jeunes qui, parfois, peuvent paraître des jeunes très engagés dans le numérique parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Mais je vous invite à mettre un jeune devant un formulaire pour s'identifier sur je ne sais quelle plateforme. Il est souvent incapable de le faire. Donc on voit bien que l'enjeu de la médiation numérique est loin d'être terminé et que le job qui est devant vous est très, très, très important et essentiel pour le bien vivre ensemble parce que les personnes qui n'ont pas recours à leurs droits sont des gens qui sont exclus et donc, de fait, on ne fait pas société de cette manière. Voilà, j'en dis pas plus, car je suis ravi d'être ici. Merci aux organisateurs et je vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup, Hakim. On va passer à la plénière d'ouverture. Juste avant la plénière, deux petits compléments d'information. Hakim le mentionnait. La journée d'aujourd'hui se tient après un événement qui a eu lieu hier au Bazar Cinsault, organisé par la Compagnie des tiers-lieux. Et on fait le pari, les assembleurs, réseau autour de l'inclusion numérique et la Compagnie des tiers-lieux, réseau qui rassemble les tiers-lieux de la région, de travailler le plus possible ensemble. On est sur deux sujets très connexes qui se croisent souvent. On se rend compte néanmoins qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur le fait de développer des activités d'inclusion numérique dans les tiers-lieux. Et inversement, il y a sans doute beaucoup d'enseignements à tirer des tiers-lieux pour les lieux de médiation numérique dans l'évolution de leurs activités, l'ouverture à nouveaux publics, etc. Et autre petite information partenariale également, POP et d'autres acteurs ici sont très impliqués dans une coopérative nationale qui s'appelle la MEDNUM, qui est la coopérative des acteurs de l'inclusion numérique, qui a été lancée il y a maintenant 3 ans par les acteurs et l'État, donc un peu comme l'a dit mes assembleurs, mais au niveau national. Et l'équipe de la MEDNUM va être présente là cet après-midi. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la MEDNUM et qui voudraient mieux connaître ce projet, ils seront présents à 17h pour le pot. Et donc, on fera un petit corner MEDNUM pour ceux que ça intéresse. Je vais proposer aux intervenants de la table ronde de nous rejoindre. Églantine De Witt, qui va animer la table ronde, qui est directrice d'assembleur. Margot Aptel, chef de programme Société numérique à la NCT. Caroline Corbal, qui va remplacer Dory Brouillas, qui était indiquée dans le programme, pour nous parler des NEC, et qui travaille également à l'NCT, et Jacques-François Marchandise, qui est le cofondateur et le directeur de recherche et le délégué général
de l'AFIN. Et pour répondre à la question, 20 ans de politique publique sur l'inclusion numérique, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces 20 ans de politique ont permis d'avancer sur le sujet? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et vers où on va demain? Voilà, petite question pour l'heure qui suit. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement ravie d'animer cette table ronde ce matin, donc en présence de Margot, de Caroline et de Jacques-François, donc qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Effectivement, pour introduire cette journée et cette thématique de où se fait la médiation numérique aujourd'hui. Et j'ai surtout envie de dire, mais où va se faire la médiation numérique demain? Le sujet de l'inclusion numérique, ce n'est pas un sujet nouveau, ça fait 20 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans qu'on a des politiques publiques dans ce domaine-là. Et puis, depuis maintenant 2 ans, c'est venu un peu en haut de la pile, hein, avec effectivement cette crise sanitaire qui a révélé un certain nombre de situations. On a vu émerger de nouveaux dispositifs, et Margot va nous en parler juste après. L'objectif ce matin, pour nous permettre de mieux travailler sur nos ateliers, c'est de nous interroger sur ce qui a existé, ce qui arrive aujourd'hui et puis ce que pourrait être demain. Donc vraiment d'éclairer l'ensemble de ces éléments pour nous permettre de nous projeter. Donc dans un premier temps, moi j'ai déjà proposé à Margot de nous parler des politiques publiques existantes dans le domaine de l'inclusion numérique qui nous permettent d'accélérer un certain nombre de choses, ce qu'elles sont aujourd'hui, ce qu'elles ont peut-être été, et puis on poursuivra ensuite sur cette question. Bonjour. Oui, je sais pas, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Donc bonjour à tous. Donc Margot Aptel, je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, au programme Société numérique, qui s'occupe effectivement des questions d'inclusion numérique. Et donc pour répondre à la question d'Églantine, peut-être un peu contextualiser donc d'où je parle. Donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est tout nouveau, c'est né le 1er janvier 2020. Et c'est une agence qui a pour but d'accompagner les projets des collectivités territoriales, plutôt les petites collectivités, en ingénierie et aussi en soutenant les projets des collectivités territoriales sur tout type de sujets. Nous, au sein du programme Société numérique, on travaille plus particulièrement sur la thématique d'inclusion numérique. Et avant ça, on travaillait à l'Agence du numérique, qui était une agence qui permettait de, à la fois, apporter le très haut débit et la 5G, la 4G, pardon, partout en France. Et tout ça pour dire que le programme Société numérique était un peu le petit dernier de cette agence numérique, puisque avant, quand on parlait de fracture numérique, on ne parlait pas du tout des usages. Et le programme Société numérique est né en 2016 au sein de cette agence du numérique. Et vient témoigner un peu de l'État qui prend pleinement la part de l'inclusion numérique et fait naître ce programme-là, de dire ça ne suffira pas de déployer la fibre et des pylônes mobiles, il faut aussi permettre aux gens qui sont éloignés des usages numériques de pouvoir être accompagnés. Donc c'était une intro un peu longue, mais pour dire que voilà, le programme Société numérique, ça date de 2016 et c'est un peu le témoin de l'État qui prend pleinement sa part sur cette thématique-là. Alors, les premières choses qu'on a faites en 2016, c'était d'objectiver en fait, quand on parle d'inclusion numérique, qu'est-ce que ça veut dire, l'électronisme, qu'est-ce que ça veut dire, qui sont les publics, combien il y en a, qui sont tous ces gens, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et donc, les premières étapes qu'on a menées, c'est de financer des enquêtes et des études sur l'inclusion numérique de manière générale. Donc, je vais passer très brièvement, mais il y a notamment le baromètre du numérique qui évalue tous les ans les usages numériques des Français et qui permet de tous les ans avoir des chiffres sur est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent l'ordinateur, le téléphone, etc. Et on a aussi financé une enquête, peut-être que Jacques-François en parlera, qui s'appelle CAPUNI, qui a été menée par le groupement d'intérêt scientifique Marsouin sur les usages numériques des Français et qui, là encore, a permis un peu d'objectiver qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'électronisme, quels sont les publics et qui a permis de faire naître ce fameux chiffre de 13 millions de Français qui sont éloignés des usages numériques.
qui est un chiffre qui peut être discuté, mais en tout cas qui a permis de mettre sur la table l'urgence en termes d'inclusion numérique et de dire, voilà, l'État entend dématérialiser l'ensemble des démarches administratives en 2022. Il y a 13 millions de Français qui sont a priori très éloignés de ces usages. Il y a une urgence à agir et ça a permis en 2018 de lancer ce qu'on a appelé la stratégie nationale pour un numérique inclusif. La stratégie nationale pour un numérique inclusif, c'était sous l'impulsion du gouvernement à l'époque de réunir tous les acteurs, donc typiquement des opérateurs de services publics, les associations de collectivités territoriales, la Poste, la Banque des territoires, des têtes de réseau de l'aménagement numérique, donc Emmaüs Connect, la Mednum. Voilà, je pense que j'en oublie, mais en tout cas, l'idée, c'était de dire l'État ne peut pas agir seul. On a besoin, pour connaître les publics, des collectivités territoriales, d'appuyer les collectivités territoriales. Et donc, on a mis tous ces gens autour de la table, on a fait 6 mois d'audition, et de cette stratégie-là sont nées une dizaine de recommandations que je ne vais pas toutes lister, mais pour que vous sachiez, les hubs territoriaux pour un numérique inclusif, donc notamment les assembleurs, sont nés de cette stratégie. Le pass numérique qui est très utilisé, enfin en tout cas le Conseil régional des Hauts-de-France, on a acheté avec le soutien de l'État. Et dans Connect, il y a un atelier après sur dans Connect. Donc voilà, tout ça, c'est des dispositifs qui sont nés de cette stratégie nationale pour un numérique inclusif qui a encore une fois réuni les collectivités territoriales, les opérateurs de services publics. Et l'idée, c'est de dire il faut qu'on crée un cadre collaboratif puisque l'État ne pourra évidemment pas faire seul. Et voilà, il faut que tous les acteurs et qu'on travaille tous ensemble en partenariat sur cette thématique-là, numérique en commun et aussi né de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, et a aussi pour objectif de créer un cadre de collaboration avec tous ces acteurs-là pour qu'on travaille tous ensemble sur ces sujets. Donc, on va parler plus longuement, enfin Caroline va parler plus longuement de NEC, donc je ne vais pas m'étaler. Voilà, la première brique, c'était vraiment l'objectivation. Qu'est-ce que c'est quand on parle d'inclusion numérique ? La deuxième chose que je voulais dire, c'est on a travaillé tous ensemble, on a créé un peu des cadres collaboratifs pour bosser avec les collectivités et les opérateurs de services publics, etc., pour mener à bien l'accompagnement des publics en difficulté avec le numérique. Et enfin, puisque c'est quand même le sujet important, c'est les moyens apportés. Donc, au début, le programme Société numérique, on avait 300 000 euros. Maintenant, avec le plan de relance, on a 250 millions d'euros, spécifiquement sur la thématique de l'action numérique. Donc, c'est pour vous dire un peu aussi le trajet qu'on a fait. Et donc, quels sont... J'espère que tout le monde va bien. Quelles sont les actions menées dans le cadre du plan de relance? Donc, effectivement, à la faveur, j'ai envie de dire, du confinement, la thématique de l'exclusion, on va dire, numérique a vraiment fait le jour. Et voilà, tous les usages qu'on devait faire en ligne étaient encore plus compliqués pour les personnes qui étaient très éloignées du numérique. Et donc, le plan de relance a consacré 250 millions d'euros à l'inclusion numérique. La mesure phare était, les conseillers numériques France Service. Je sais qu'il y en a dans la salle, donc je vous salue et bienvenue à NEC. Donc l'État finance le salaire et la formation de 4000 médiateurs numériques qu'on appelle des conseillers numériques France Service, qui sont recrutés à la fois par des collectivités territoriales et par des associations. L'objectif, c'était de vraiment renforcer l'offre de médiation numérique partout sur le territoire et de permettre de financer des ressources humaines pour accompagner les citoyens qui sont éloignés du numérique. Aujourd'hui, on va sélectionner les 4000 conseillers numériques. Donc pour l'instant, il y en a 3900 qui sont validés. Donc quand on dit validés, c'est que les collectivités territoriales et les associations vont les recruter. Demain, on finit, entre guillemets, le maillage territorial, et donc il y aura 4000 conseillers numériques qui seront en cours de recrutement par des collectivités et des associations. Aujourd'hui, il y en a 670 déjà en poste et sur le terrain, 1945 qui sont en formation. Et pour les chiffres région Hauts-de-France, il y aura 300 conseillers numériques France Service en Hauts-de-France. Il y en a actuellement 158 en formation et 34 en poste. Et à noter que le département du Nord est le département le plus doté en conseil numérique, parce qu'à terme, il y en aura 120, qui est le département qui aura le plus de conseillers numériques sur tous les départements français. Voilà. Ça, c'était pour les chiffres. Et donc, dans le cadre du plan de relance, il y a 200 millions d'euros qui sont consacrés à l'embauche et à la formation de ces 4000 conseillers numériques France Service.
Ensuite, on a d'autres mesures qui sont notamment le déploiement d'Aidant Connect. Donc, je vais le présenter brièvement, mais il y a un atelier, il y a Alicia qui est ici qui vous présentera plus spécifiquement le produit. Mais Aidant Connect, ça permet de sécuriser les démarches administratives pour les personnes qui ne sont pas en mesure de les réaliser seules. Et donc, l'État finance gratuitement ce service pour tous les aidants professionnels qui sont en première ligne face aux usagers en difficulté et qui ont parfois à accompagner les usagers qui ne sont pas en mesure de réaliser seuls leur démarche administrative en ligne. Donc, on finance à la fois la mise à disposition de cet outil et la formation pour tous les aidants qui souhaitent être habilités. Donc, encore une fois, c'est gratuit et chaque aidant habilité peut bénéficier d'une formation d'1 jour et demi. Donc, ça, c'est une autre mesure qu'on met en place dans le cadre du plan France Relance. Il y a également, on finance des formations pour tous ces aidants professionnels. Donc, je vais les passer brièvement, mais on a des partenariats avec l'Union nationale des CCAS et avec l'opérateur de compétences Uniformation. L'idée, c'est de permettre à tous les aidants professionnels, quand on dit aidants professionnels, c'est tous les professionnels qui, dans leur métier, font face à des usagers en difficulté avec le numérique. Et donc, on finance une formation de 4 à 5 jours pour ces professionnels-là, pour leur apprendre en termes de posture et d'enjeux juridiques, quels sont les savoirs pour accompagner des personnes en difficulté avec le numérique. Et enfin, on a tout un axe sur l'équipement des conseillers et des médiateurs numériques. Là, l'idée, c'est de dire, donc il y a 4000 conseillers numériques France Service, il y a 5000 médiateurs, on va dire historiques, au moins en France entière. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les équiper à la fois en ordinateur reconditionné, en mobilier pour qu'ils puissent exercer en dehors des lieux traditionnels de médiation numérique. Et donc, voilà, on a tout un axe sur l'équipement et sur l'outillage des médiateurs numériques. Donc ça, c'est les 3, on va dire, mesures un peu phares plan de relance. Et en dehors de ça, on a, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on a le pass numérique qui est donc qui est déployé grâce au Conseil régional, notamment en Hauts-de-France. On a donc les hubs territoriaux pour un numérique inclusif, qui sont donc des structures un peu référentes, tête de réseau de médiation numérique sur les territoires. Et pour finir, on a numérique en commun. Et donc là, c'est juste pour revenir là-dessus, l'idée, c'était vraiment de créer un cadre collaboratif et de se dire l'État ne peut pas faire seul et ne fera de toute façon pas seul sur la thématique de l'inclusion numérique. Donc, on essaye de mettre des moyens qui ne sont pas forcément suffisants et qu'il faudra évidemment pérenniser. Mais en tout cas, on avait à cœur de créer un cadre commun et collaboratif pour créer un numérique dont on souhaite qu'il soit en tout cas d'intérêt général. Et donc voilà, je vais laisser Caroline détailler dans quel cadre on discute aujourd'hui, mais en tout cas, on est très content que vous soyez ici et on espère que ce sera très productif les ateliers de travail après. Merci Margot pour ces éléments. Alors effectivement, vous l'avez compris, nous sommes à l'intérieur d'un dispositif ici, au sein d'un NEC local. Ce NEC local, Emmanuel l'abordait tout à l'heure, c'est le deuxième qu'on organise en région Hauts-de-France. Effectivement, on avait organisé un NEC également l'année dernière sur une thématique qui, en fait, vous comprendrez qu'aujourd'hui, on est un peu sur la suite de la thématique de l'an dernier. L'an dernier, on parlait de qui sont les acteurs de la médiation. On commençait aussi à aborder où se fait la médiation, c'est quoi la médiation numérique, etc. Donc, on affine un peu aujourd'hui. Et puis surtout, les NEC locaux sont une déclinaison d'un événement qui est un NEC national qui s'est déroulé à Angoulême il y a 1 mois et demi à peu près. Et donc, pour bien comprendre le fonctionnement et l'objectif de ces NEC et donc des travaux qu'on souhaite réaliser aujourd'hui, je vais laisser Caroline en dire quelques mots. Merci Églantine, bonjour à tous. Donc Emmanuel disait que je remplaçais Doré Boreas aujourd'hui. Je tiens à dire que c'est une mission impossible. Donc on la salue, elle se repose après un événement sur l'éducation aux médias et au numérique qui est organisé à Lyon, qui s'appelle Super Demain et que vous connaissez peut-être. On vous invite à aller voir leurs travaux dans tous les cas. Donc pour revenir sur la communauté numérique en commun, ce que disait Margot, donc c'est dès le départ, on a souhaité rassembler, mettre autour de la table des élus, des agents publics, des entreprises, des associations, l'ensemble des professionnels de la médiation numérique, mais aussi des acteurs de la recherche pour réfléchir ensemble aux conditions pour faire ce qu'on appelle un numérique d'intérêt général. Donc derrière cette expression qui veut un peu tout et rien dire, ce qu'on met, c'est un numérique qui soit inclusif, bien évidemment, un numérique qui soit ouvert, un numérique qui soit durable, un numérique qui soit souverain, qui respecte les droits et libertés des utilisateurs.
Donc, on organise, comme l'évoquait Églantine, un événement national qui change de lieu chaque année. Donc, cette année, c'était en Charente, dans un territoire rural. On a eu envie aussi de déplacer un peu Numérique en commun et les messages qu'on envoie chaque année. Je vous parlerai un petit peu après du fond, des sujets qu'on a abordés dans le cadre du Numérique en commun pour peut-être faire le lien avec les ateliers auxquels vous allez participer après. Cette édition nationale, on l'organise avec la MEDNUM, donc plusieurs membres de la MEDNUM sont présents aujourd'hui. Et ensuite, il y a donc des déclinaisons locales de Numérique en commun, comme celle d'aujourd'hui. Donc au début, il y avait 3 NEC locaux par an, ensuite 10, ensuite 20. Donc on est ravis de voir que le dispositif prend et répond à un vrai besoin. L'objectif de ces NEC locaux, c'est donc vraiment de prendre la hauteur, et Jacques-François nous y invitera juste après, mais aussi d'atterrir très concrètement sur des objets très tangibles. En fait, le but, c'est aussi que vous repartiez chez vous à la fin de la journée avec de nouvelles idées, de nouveaux outils, de nouvelles pistes de collaboration aussi pour faciliter votre travail au quotidien. Donc, c'est l'occasion en fait aussi de créer une feuille de route commune sur un territoire et chaque année de faire le bilan, de se demander ce qui s'est passé, ce qui a été réussi, ce qui n'a pas été atteint et comment est-ce qu'on peut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Donc, on est très content quand des NEC locaux sont organisés d'année en année, comme c'est le cas ici dans les Hauts-de-France. Donc, Numérique en commun, on a vraiment à cœur que ça ne soit pas juste des événements, comme je viens de le dire, mais des temps où on crée des ressources concrètes. Donc, il y a les livrables qu'Emmanuel a présentés très rapidement. Donc, cette année, ce n'est pas le cas, mais ça a été le cas l'année dernière. Normalement, on envoie une équipe de chercheurs et de journalistes qui enquêtent en fait, pendant le NEC, qui rencontrent vous, les participants et les participantes du NEC, et qui en tirent des portraits, qui mettent en avant les outils qui sont produits dans le territoire, etc., et qui produisent ces carnets. Donc, il y a une vingtaine de carnets qui sont produits, sont disponibles en ligne. N'hésitez pas à aller les consulter. Et on se rend compte en fait que ça nous permet de créer un peu une sorte d'enquête nationale sur les pratiques d'inclusion numérique partout en France. Autre point sur cette dimension du concret, sachez que si vous avez des idées géniales pendant les ateliers de ce NEC, il y a des moyens potentiellement pour les concrétiser derrière. Donc, dans le cadre du plan de relance, Margot en a parlé rapidement, mais on a ouvert un AMI qui s'appelle « Outiller la médiation numérique ». Et l'idée, c'est qu'on sélectionne une vingtaine de projets pendant 1 an et demi. Et donc, si un projet émerge de ce NEC, n'hésitez pas à candidater à cette AMI. Donc, il y a des vagues successives en fait, de sélection avec un jury qui sélectionne des projets. À la fin, on aura une vingtaine de projets et on en sélectionne entre 3 et 5 par vague. La prochaine date de candidature, c'est le 10 décembre et la vague suivante, ce sera en mars. Et pour terminer, peut-être juste vous dire rapidement un peu les sujets sur lesquels on a travaillé pendant NEC National cette année, puisque l'idée, c'est que ce ne soit pas terminé en Charente, évidemment. Donc, on va vous proposer plein de formats en ligne et puis aussi en lien avec les NEC locaux pour poursuivre ces travaux-là avec vous. En vrai, normalement, on aurait dû arriver aujourd'hui avec les résultats de NEC National. On n'a pas eu le temps de le faire. Mais je peux au moins vous dire dans les grandes lignes les chantiers qu'on a ouverts et qu'on va poursuivre. Donc, je ne vais pas tous les dire, mais peut-être, vu qu'on parle des lieux aujourd'hui, le premier chantier, c'était autour des données d'inclusion numérique. Donc, il y avait tout un atelier autour de la cartographie, qui est un sujet hyper important, notamment pour rendre visibles les lieux et faciliter leur accès et favoriser la visibilité de l'offre de médiation numérique. Donc, très concrètement, les participants de l'atelier ont travaillé autour d'un standard de données autour des lieux de médiation numérique. Donc, il y en a déjà un qui existe. L'idée, c'était d'aller plus loin et d'assurer qu'ils répondent bien aux enjeux de cartographie des différents acteurs qui participent à NEC et qui, du coup, forment cette communauté de l'inclusion numérique. Un autre chantier qui a été ouvert et qui est très important, et les assembleurs y ont participé activement, c'est celui de l'ancrage territorial des dispositifs nationaux. Dans le cadre du plan de relance, on a imaginé dans un temps très court des dispositifs. L'objectif, c'est de bien s'assurer qu'ils répondent aux réalités du terrain et qu'on se pose tous ensemble la question de la pérennité de ces dispositifs.
Par exemple, conseiller numérique. On forme et on finance des postes pendant 2 ans. Et ensuite, il faut qu'on se pose la question dès maintenant, qu'on anticipe cette question-là du futur de ces postes. Et donc, on a travaillé là-dessus avec les hubs dans le cadre du numérique en commun. Également, tout un travail sur une banque de dispositifs d'inclusion numérique. C'est un constat c'est un besoin en tout cas qu'on nous fait remonter souvent, de bien d'accéder très facilement à l'ensemble de l'offre de médiation numérique et de l'ensemble des ressources qui sont produites. Et que chacun, dans le cadre de sa pratique, puisse très rapidement, en fonction de ses objectifs, identifier toutes les ressources déjà existantes. Parce qu'en fait, il y a des centaines de choses géniales qui sont faites partout, qui sont aujourd'hui peu valorisées et qui aussi sont peu réutilisables en l'état. Peut-être un dernier chantier sur le numérique durable. On a beaucoup travaillé sur la création de filières de reconditionnement au niveau local, puisqu'on sait que c'est une problématique qui se pose au quotidien, donc celle de l'équipement des publics. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Merci beaucoup aux assembleurs pour cette invitation et excellent NEC à tous. Merci, merci Caroline. Alors, on a parlé de dispositifs. 300 000 € il y a quelques années, 250 millions d'euros aujourd'hui. Des choses qui se mettent en place, des moyens qui sont fléchés pour avancer sur ce sujet de l'inclusion numérique. On a parlé de la manière de construire ces politiques publiques et de la manière de les mettre en œuvre. Et puis Caroline vient d'évoquer la question de comment on les pérennise, quelque part, comment on transforme l'essai. Alors justement, Jacques-François, par rapport toi, à ta connaissance, ton vécu sur ce sujet de l'inclusion et de la médiation numérique et à l'histoire que tu peux nous raconter, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur les risques qu'on est en train de prendre et sur ce qui peut nous permettre, peut-être dans les réflexions qu'on va avoir juste après lors de nos ateliers et cet après-midi, sur la manière dont on peut pérenniser et transformer l'essai de cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui. Merci aux assembleurs de cette invitation et à Églantine de cette question savonneuse. Donc, je suis Jacques-François Marchandise, je dirige la FING que j'ai cofondée fin 99, début 2000. Donc, j'ai des choses à vous dire sur les années passées, puisque je suis jeune depuis assez longtemps, plus longtemps que vous. Et en l'occurrence, la question des 20 ans me parle beaucoup. Alors, je suis à la fois chercheur et prospectiviste, donc une part des choses que j'ai envie de vous raconter, c'est demain, mais une part de choses qui sont utiles, c'est hier. Et hier, j'ai aussi été, en même temps que je créais la FING, j'ai été consultant et notamment, j'ai copiloté une mission assez intéressante qui était en 2002, qui était le bilan de la politique des cybercentres du Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'en 2002, en fait, on en était déjà à plutôt 7 ans de travaux en la matière. Votre région a été vraiment l'une des toutes premières régions françaises, y compris à échelle européenne. C'était la locomotive d'un réseau de régions européennes qui s'appelait ERISA, avec, entre autres, la Bretagne, entre autres le Limousin, qui était très actif en la matière. Et à l'époque, en 2002, quand on échangeait notamment avec ce qu'on n'appelait pas encore des médiateurs numériques de Roubaix ou de Tourcoing, ils nous disaient on a mangé notre pain blanc. Cette logique qui consiste à avoir des cybercentres, il y avait près de 250 cybercentres en région, cette logique de cybercentres pour accompagner des publics éloignés qui poussent la porte, qui viennent chez nous, etc. On pense qu'on est au bout de ce qu'on peut faire avec nos moyens actuels parce que tout simplement, on n'a pas assez de temps pour être en réseau. D'autre part, on voit bien que la moitié des gens qui viennent chez nous sont déjà équipés et connectés. Donc, ça veut dire qu'ils sont inquiets d'autre chose que l'équipement et la connexion. Ils sont inquiets de questions d'usage, etc. Et à l'époque, on voyait qu'ils disaient il va falloir qu'on bouge de là où on est pour aller chercher des publics. Ils trouvaient déjà des façons de le faire. Ils avaient déjà des idées, des actions. Il y en avait ailleurs en France, d'ailleurs, qui consistaient à aller en appartement, à aller en pied d'immeuble, mais surtout à faire des partenariats avec des acteurs dont la focale n'était pas le numérique. Et il disait, il y a un gros pavé du rapport que j'ai dans mon disque dur, évidemment, qu'on a conduit à l'époque, qui dit,
pour atteindre des publics entre guillemets éloignés. On voit que la question n'est pas qu'ils soient éloignés du numérique, la question c'est qu'ils sont éloignés du lien social, éloignés de l'administration, éloignés de pas mal d'autres choses, mais en tout cas, les gens du numérique, nous, on ne peut pas agir tout seul. Deuxième chose intéressante dans la ligne de temps et dans la comparaison, c'était vraiment le moment de la pérennisation des emplois jeunes. Et avec une grande angoisse à l'époque de la part de, par exemple, Marie-Hélène Ferron, Marie-Hélène Dufourny, qui étaient sur ces sujets-là, qui étaient de dire, tiens, est-ce que les employeurs associatifs ou mairies vont savoir pérenniser cet emploi qui était, au fond, une fois de plus dans l'histoire des politiques sociales des précaires qui accompagnent les précaires. Donc, c'est une grosse vigilance à avoir. Et en fait, ça avait plutôt bien marché, ça avait plutôt bien cranté pendant un temps donné, ce qui avait permis, j'allais dire, aux animateurs multimédia de l'époque de se mettre au chaud, progressivement de définir mieux leurs compétences professionnelles un peu en autonomie, il faut être clair, il n'y avait pas un corpus très, très installé. Et puis, en fait, en 2006, la plupart des acteurs en France ont pensé que la massification avait tout réglé et que donc il n'y avait plus besoin de ces politiques-là. Et la personne en charge ici a appris qu'elle changeait de job, mais qu'elle n'était pas remplacée. Et donc, ça s'est produit à énormément d'endroits, qu'on tire l'échelle. Et il y a eu des années de désert en la matière. Dans le même temps, il y a eu une bascule qui s'est faite en 2006, qui est la bascule j'allais dire, de l'abandon, enfin, du terme fracture numérique qui nous emmerdait depuis des années, parce que fracture numérique, ça veut dire que le but, c'est le numérique. Et donc, à échelle européenne, il y a eu un travail, déclaration de Riga, qui dit, en fait, on va parler d'inclusion numérique, d'inclusion, parce qu'il faut que le sujet social soit au cœur et non pas le sujet numérique. Vous voyez comment on a œuvré pour ça, on y a participé, et à l'arrivée, vous utilisez toujours fracture numérique. Donc moi, je l'utilise aussi parce que je ne suis pas bégueule, mais au fond, c'est un mauvais descripteur qui nous envoie dans le mur. Il y a des fractures administratives, il y a des inégalités d'accès à la connaissance, il y a des difficultés du lien social, il y a des difficultés d'accès à l'emploi et encore pas mal d'autres choses. Mais à chaque fois qu'on dit fracture numérique, on raconte la voiture balai. On suppose qu'il y a des gens qui ne sont pas assez bien pour le développement triomphal du marché du numérique. Or, c'est hors sujet. Si aujourd'hui, on s'occupe de ce qui vient de nous être raconté par Caroline et par Margot, c'est parce que le numérique, c'est les prises que nous avons sur le monde. C'est par là qu'on s'informe, c'est par là qu'on fait des choix, c'est par là qu'on fait tout un ensemble de liens, c'est par là qu'on apprend, entre autres, pas exclusivement, mais quand on n'est pas là-dedans, en fait, on est dans une déprise par rapport au monde. Le sujet, c'est celui-là. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on a un numérique qui renforce nos capacités, renforce notre pouvoir d'agir, renforce nos liens sociaux, nous renforce, alors même que quand je suis en échec avec le numérique, moi, je suis confronté, en faisant du terrain en tant que chercheur, à des gens qui me disent « je suis obsolète ». Ce monde n'est pas pour moi puisqu'il m'impose de baisser le nez et d'aller apprendre le numérique. Et donc, cette sinistre période où on a pensé, en même temps qu'on venait juste de le redéfinir, on a pensé que la question était réglée et au fond, l'État était aux abonnés absents et le paysage français était en tache de léopard avec quelques îlots qui arrivaient à dire non, non, mais en fait, il faut continuer et quelques acteurs associatifs assez précaires qui allaient chercher quelques centimes pour continuer leurs actions dans la folle logique des appels à projets sociaux qui sont bien pires que les appels à projets numériques. Il faut être clair, on a cru que c'était réglé et le réveil a commencé en 2013 avec le rapport remarquable qui reste pour moi une référence du Conseil national du numérique qui s'appelle « Citoyens d'une société numérique, accès, littératie, médiation, pouvoir d'agir ». Ça ne veut pas juste dire accès. Ça ne veut pas juste dire accès, si pas accès, retour à la case départ. Ça veut dire accès, littératie, autrement dit culture, médiation au pluriel, il y en a plusieurs. Pouvoir d'agir, qu'est-ce que c'est qu'un numérique qui nous donne du pouvoir, pouvoir de, pouvoir avec, pouvoir sur. Je vous renvoie à l'excellent texte sur l'histoire du numérique et de l'empowerment de Valérie Peugeot, publié dans Internet Actu. Nous, là-dessus, à la FING, on a fait un projet de recherche Capacity très collectif avec tout un ensemble de chercheurs, notamment le Gis Marsouin, qui ont continué. Effectivement, ça donne ces enquêtes qui ont été soutenues par SONUM, qui sont vraiment très, très chouettes, qui permettent, par exemple, de différencier les
problématiques d'exclusion numérique en zone urbaine dense et en zone rurale. C'est des questions fortes dans tous les cas de figure et ce n'est juste pas les mêmes. C'est-à-dire que les questions de lien ne sont pas les mêmes, les questions de distance de précarité ne sont pas du tout les mêmes, les questions de distance à l'administration ne sont pas les mêmes, etc., selon les configurations territoriales. Et donc, en fait, si je finis en un instant de me rapporter à ce lointain passé, qu'est-ce qui se passait dans ces lieux d'inclusion numérique qui n'en étaient pas encore? Il se passait le fait que on initiait les gens à l'informatique, etc. On était quand même 2 ans après, 1 an après l'arrivée de la DSL un peu partout. Mais déjà 3 ans avant, il y avait 1 million de pages perso en France, donc de gens qui avaient créé leur page perso, donc on était déjà dans les pratiques massives. Et en fait, les 2/3 des conseillers numériques de l'époque, des médiateurs numériques de l'époque, disaient on accompagne vers des questions d'emploi, et les 2/3 disaient on accompagne vers des questions de services publics. Sauf qu'il n'y avait pas encore les démarches en ligne. Mais ils accompagnaient déjà vers X services publics en aidant les gens à s'orienter, en aidant les gens à préparer leurs démarches papier, en espérant qu'un jour, on allait enfin pouvoir faire les démarches en ligne, alors que là, on n'avait que de l'information. En 2000 était sorti servicepublic.fr. J'avais conçu servicepublic.fr avec la documentation française. C'était une chouette aventure, etc. Donc, si je vous dis ça, c'est aussi par rapport à la question des lieux. À l'époque, les maisons de services publics que la DATAR avait encouragées disaient mais vivement qu'on ait de la connexion, vivement que dans nos lieux, on puisse aller directement avec les gens vers les démarches qu'ils pourraient faire avec leurs vrais dossiers et les vraies infos qui les concernent, etc. Vous voyez le renversement très étrange, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous embête, c'est la dématérialisation, et je vous garantis qu'au début des années 2000, on rêvait de la dématérialisation comme quelque chose qui allait enfin nous rapprocher tout un ensemble d'infos dont on a besoin quand on accompagne des gens. Donc, je donne cette première perspective en disant, ça, au moins, des gens qui portaient ces lieux-là, les maisons de services publics, voulaient cette chose-là. Les médiateurs numériques, eux, disaient, on ne va pas pouvoir rester dans les murs de la médiation numérique. Les acteurs institutionnels disaient, c'est embêtant parce qu'une partie des publics éloignés ne viennent pas dans les lieux institutionnels. Donc, une part des configurations de demain ont besoin de prendre en compte des constats et des analyses qu'on a faites depuis, c'est-à-dire qu'une part de ce qu'on vient chercher dans les lieux, c'est un environnement de confiance, c'est parfois un environnement relativement anonyme ou pseudonyme. Les médiateurs numériques que je connais, à l'inverse de tous les travailleurs sociaux que je connais, savent très peu de choses sur la biographie des personnes qui viennent. Je viens parce qu'il n'y a pas marqué social sur mon front. Et donc, je peux être chômeur, je peux être aux minima sociaux, je peux être dans telle ou telle difficulté. Je vais apprendre des choses, entre guillemets, comme les autres, c'est ce type plus accueillant, plus inclusif, etc. Donc, personnellement, j'ai un combat qui est un double combat, qui est minuscule, vous allez voir, qui est par rapport à l'acronyme CNFS. Je vois 2 raisons d'éviter ça. La première raison, c'est des gens qui viennent pour se faire accompagner en face de l'horreur bureaucratique d'un monde d'acronymes où on ne comprend jamais qui fait quoi. Ne leur envoyez pas un nouvel acronyme, s'il vous plaît. Deuxième chose, il y a une question de positionnement que j'entends de la part des personnes qui sont aujourd'hui dans les maisons de services au public, les maisons France Service, qui disent déjà notre acronyme à nous, MFS, il n'est pas terrible, mais si en plus il faut que MFS s'interface avec CNFS, là on est cuit. Et donc j'ai l'impression que des bonnes coopérations peuvent se nouer entre les conseillers numériques et les environnements des maisons France Service, mais que c'est des angles complémentaires, différents, qui peuvent coexister dans les mêmes mètres carrés, ça ne pose pas de problème particulier, mais d'un côté on accompagne au numérique et de l'autre côté, on accompagne à la question des services publics et d'un rapprochement des services publics de la population. Je trouve ça super important d'articuler, mais de différencier cette chose-là. Donc, le prochain qui dit CNFS, il aura affaire à moi. Pour ne pas être trop long, ne pas être encore trop long, il y a une question que je voudrais vous soumettre, histoire qu'elle irrigue un petit peu peut-être les échanges de cette formidable journée. C'est qu'est-ce que c'est que de réussir ? Et en gros, si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce que c'est que de réussir ? Moi, j'aime beaucoup le chiffre des 13 millions de personnes en difficulté parce qu'il a été tellement mobilisateur.
Et simplement, il est très composite. Et on sait très bien que, y compris en mettant pas mal de millions sur la table, on risque d'avoir les mêmes dans quelques années si on n'a pas, si on a seulement décrit le fait que beaucoup de gens étaient dans cette position-là. Donc, qu'est-ce que c'est que de réussir? C'est pas la même chose que de réussir en face de la fracture administrative, en face de tout un ensemble d'autres questions. Et j'aurais tendance à dire, on ne pourra pas y arriver seulement avec les meilleurs efforts du monde en matière de médiation numérique. Je vous incarne ça par quelques angles. Premier angle, réussir face aux questions du non-recours. Il y a des moments où en fait, le numérique aide. Et le descripteur, il n'est pas seulement le non-recours. Le descripteur, il est, est-ce qu'on arrive, quand on débusque en tant que médiateur, le fait qu'on est en face de systèmes dysfonctionnels, est-ce qu'on arrive à faire remonter ces dysfonctionnements de façon que les concepteurs des services numériques les rendent plus accessibles et plus fonctionnels. Et moi, je dis ça parce que j'entends, je ne sais pas si c'est le cas du CILAB qui est certainement dans cette salle, mais j'entends quelques labs du numérique qui me disent nous, on débusque ces problèmes-là, on les fait remonter, rien ne bouge. Or, au niveau de l'État, il y a une chouette équipe design.gouv qui a quand même de l'énergie et qui peut aider des choses. À plein d'endroits, il y a des acteurs de la conception qui peuvent intégrer des logiques de conception inclusive. Et moi, je porte vraiment un discours qui dit attention, ce n'est pas les publics qui sont éloignés. Il y a d'une part, nous, les gens du numérique, on est éloignés. D'autre part, c'est parfois les institutions qui sont éloignées. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Et pour aller dans ce sens-là, je recommande vraiment d'adopter des approches. Moi, je conduis un programme qui s'appelle Reset et qui dit comment on renverse un petit peu les choses. Adopter des approches qui sont des approches d'usagers experts. Usagers en galère, experts de leur galère. Et en fait, c'est eux qui devraient former les gens du numérique aux problématiques des usagers. Et vraiment, cette inversion-là, elle est intéressante. On y a travaillé dans des sessions passionnantes à NEC Angoulême qui nous ont permis collectivement d'avancer dans cette direction-là. Il y a déjà aujourd'hui des usagers qui font des tutos en disant voilà comment je m'en sors quand je suis devant tel site où on ne comprend rien, où ça bloque, où ça frise, où on ne comprend pas où il faut cliquer, où on ne sait pas où archiver les choses. C'est chouette qu'il y ait ces tutos d'usagers. On a besoin en fait d'une société civile active en la matière et d'usagers qui viennent en sachant qu'ils vont être entendus quand ils ont des galères et pas que au fond on épuise les conseillers numériques et les médiateurs numériques à accompagner vers les dysfonctionnements. Ils ont beaucoup mieux à faire, ils ont des choses extrêmement riches et extrêmement intéressantes à faire en la matière. Deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai vraiment le sentiment que dans nos rencontres et dans nos événements ces dernières années, on a minoré terriblement les problématiques de l'accessibilité en termes de handicap. Et je ne dis pas ça pour être gentil avec les personnes en situation de handicap, je dis ça parce que, d'une part, on est en présence de situations qui concernent énormément de monde, de situations dans lesquelles, les jours où je suis un peu technosceptique, je regarde ce que le numérique peut aider à faire en matière de handicap. Et le jour où je suis un petit peu énervé, c'est que je regarde comment le numérique oublie d'être inclusif alors qu'il pourrait l'être. Donc, je pense que les numériques et handicap, c'est vraiment une source d'éthique de l'innovation qui est extrêmement précieuse. On a là aussi des communautés actives qui peuvent être des aiguillons absolument formidables. Faisons vraiment revenir plus fort dans le paysage de l'inclusion numérique ces questions des handicaps comme étant, là encore, des questions qui sont plutôt locomotives que voiture-balai. Il y a du jus dans ces environnements-là, ils sont vraiment formidables. Je pourrais dire aussi, tiens, je suis ravi pour une fois que la question du genre ne se pose pas sur cette tribune, mais là encore, au fond, on raconte assez peu dans tout un ensemble de travaux du numérique en quoi le numérique aide ou au contraire contribue à un ensemble de difficultés spécifiques, par exemple aux familles monoparentales égales la plupart du temps des femmes et ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on travaille beaucoup mieux sur ces questions genrées du numérique? Et puis, deux derniers petits sujets. Premier sujet, on est aujourd'hui, à chaque fois qu'on est dans une logique de voiture-balai, on oublie le fait que les usagers en difficulté avec le numérique, c'est aussi, par exemple, des citoyens. C'est aussi des citoyens, autrement dit, ils peuvent être confrontés
aux difficultés, et souvent la médiation numérique traite les difficultés d'éducation aux médias et à l'information, de fake news et ainsi de suite. Donc cette question de la citoyenneté, en abordant une année 2022 dont, si c'est la fille de 2021, on ne va pas rigoler sur ce qui se passe en ligne en matière politique. Donc je pense qu'il faut aussi penser dans le mandat qui est donné aux médiateurs numériques, aux conseillers numériques, à ce que cette dimension citoyenneté, elle ait toute sa place, avec des logiques d'éducation populaire et pas simplement des logiques de remédiation sociale. Ça me paraît vraiment important à souligner. Et puis d'autre part, le fait qu'on a aussi des besoins de démocratie technique. Aujourd'hui, une part des usagers sont interpellés par, entre autres choses, la 5G. Ils ont besoin de comprendre ce qu'il y a là-dedans. On a eu certains d'entre vous ont participé à des travaux ces derniers mois, notamment de la mairie de Lille autour des problématiques de la 5G. C'était tout à fait passionnant, autour des questions de data et d'algorithmes. Et les données sont devenues des objets sociaux. Et Doré Bruyas, qui n'est pas là ce matin, avant-hier, quand j'étais à Super Demain, c'est compliqué, avant-hier, j'étais à Super Demain. Avant-hier, quand j'étais à Super Demain à Lyon, je voyais l'immense effort d'éducation populaire aux data, aux algorithmes, à la sobriété numérique, etc. Et je pense que ce n'est pas un hasard si vous, à la mission Société numérique, vous portez une approche qui inclut la sobriété, qui inclut la logique des communs, qui inclut tout ça. C'est-à-dire que le domaine s'étend forcément. Le public le plus large est en train de s'intéresser de près aux choix que nous avons ou non en matière de numérique de demain, et je pense qu'il faut absolument éloigner tout fatalisme numérique. La culture numérique populaire est quelque chose qui peut influencer les choix publics, qui peut influencer les compréhensions des commanditaires du numérique. Voilà, donc j'en dis pas plus, j'ai déjà été trop long, mais merci en tout cas de votre attention. Merci Jacques-François pour ces éclairages. Donc, moi, j'ai noté quelques éléments sur la réussite. Comment réussir? Donc, renverser la machine, remonter à la source, avoir une approche, utiliser le handicap, entre guillemets, comme un guide, la question de la citoyenneté, et puis ce qui a fait écho aussi à la plénière d'ouverture d'hier sur l'événement de la compagnie des tiers-lieux, la question de la démocratie technique qui a été également abordée. Et puis, tu as également parler, et on en parle beaucoup, nous, au niveau des assembleurs, de cette interface entre les différents acteurs qui doit nous permettre d'accélérer, de renforcer et de pérenniser les actions. Alors, on a été assez bavard. Je pense que, donc, vous ne le savez peut-être pas, mais on est filmé, puisque la plénière est retransmise également en visio pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Et je propose donc, Julie, Thomas, peut-être, est-ce qu'on a des questions au niveau de notre visio, et puis également s'il y a des questions dans la salle. Oui, bon, alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, on m'entend. Alors, il y a une question de Michael en ligne qui nous demande, est-ce qu'un conseiller numérique France Service… On n'a plus le droit de dire le mot, on a dit. Ah, mince. Un gage. Alors, on n'avait pas le droit de dire CNFS et j'ai fait exprès de l'épeler. Donc, comment est-ce qu'un conseiller numérique France Service, est-ce qu'il peut cumuler la fonction d'Aidant Connect? Oui, tout à fait. Un conseiller numérique France Service peut être habilité dans Connect. Il faut que son employeur en fasse la demande, puisque c'est au niveau de la structure, mais c'est tout à fait possible. Justement, à ce titre-là, on aura donc tout à l'heure une présentation d'Aidant Connect, et puis ce midi, un échange également sur conseiller numérique France Service avec notamment les conseillers numériques qui sont dans la salle aujourd'hui et leur structure d'accueil. Donc, on pourra également répondre à ce type de questions. Et donc, une deuxième question de Hélène qui demande « Le matériel reconditionné est disponible pour les territoires en QPV et ZZR. Cette aide va-t-elle s'élargir à toutes les collectivités qui accueillent des travailleurs du numérique ?» Oui, alors là, il y a eu un peu des acronymes, donc peut-être qu'il faut que je les détaille. Donc, QPV, c'est quartier prioritaire de la ville et politique de la ville, et ZRR, c'est zone rurale. Alors, effectivement, pour le moment, le matériel informatique reconditionné n'est disponible que pour les conseillers numériques ou les médiateurs numériques en tout cas, qui travaillent dans ces zones-là, parce qu'il y a une question d'une enveloppe de crédit limitée. Donc, il a été priorisé les zones rurales et les quartiers politiques de la ville. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Non, Thomas, je te laisse distribuer le micro.
C'est ouvert, oui. Bonjour, Fabrice Amdani, mairie de Mont-Saint-Barreul, en charge du développement économique de l'emploi et du numérique. Une petite question. Je trouve que voilà, il y a plein de choses qui sont faites au niveau du numérique, que ce soit en termes publics ou privés. On sent qu'il y a un besoin au niveau des populations. Je ne sais pas si je parle assez fort. Moi, ma question, il y a des outils qui existent, il y a des besoins, mais aujourd'hui, on a du mal à lier ces deux choses, c'est-à-dire que les gens sont souvent isolés, malgré tout ce qui existe. Comment on fait pour lier ce besoin qui n'est pas forcément exprimé par les gens et tous les outils qui existent. Et ça, c'est une vraie difficulté qui est rencontrée dans les communes. Alors, c'est peut-être pas partagé par tous mes collègues, c'est une réelle difficulté. Et c'est là-dessus qu'on a, je pense, nous, en tant que commune, besoin d'aide. C'est comment aujourd'hui on arrive à lier les deux, c'est-à-dire un besoin qui est exprimé ou qui n'est pas exprimé, mais on sait qu'il faut le faire, et deux, des outils qui existent et qui sont cohérents. Et je pense qu'on a beau sortir 1 milliard d'outils très bien, au bout, on a quand même 1 milliard enfin 1 milliard, j'exagère, mais on a quand même des habitants qui sont en fait pas habitués, qui n'ont pas l'habitude d'aller à la mairie, qui n'ont pas l'habitude de connaître ça. Et d'ailleurs, parce que justement, ils ne sont pas sur le numérique et on sait que c'est un vrai enjeu. Et moi, ma question, c'est plutôt, au-delà de proposer des outils, c'est comment on propose ce lien entre les habitants et les outils qui sont existants. Et ça, c'est une vraie question que moi, je me pose quotidiennement. Alors, merci pour cette question qui est effectivement une question assez centrale. Peut-être Jacques-François ? Moi, j'aime beaucoup cette question parce qu'en effet, si on dit que les personnes sont en difficulté avec l'administration, avec le numérique, etc., ils ne vont pas spontanément, sauf circonstances qui les y amènent, ils ne vont pas forcément aller dans des endroits où on va les renseigner sur les gens qui peuvent les aider. Donc, c'est une question super compliquée à laquelle il n'y a que des réponses multiples, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la solution absolue. Une part de la com qu'on peut faire en disant « venez vous former au numérique », etc. Tout un ensemble de gens disent « c'est pas pour moi, je ne sais pas y aller, je n'ai pas forcément l'argent pour me former, je n'ai pas le temps d'ailleurs, etc. » Et en fait, les facteurs de distance par rapport au numérique et les facteurs de distance par rapport à l'administration sont aussi à l'intérieur de chacun de nous. Hein. C'est qu'au fond, nous, on n'irait pas forcément si on était dans cette situation-là. Donc, multifacteur, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup de mairies et dans beaucoup de collectivités locales, le travail d'information et d'accompagnement et de mise en capacité interne n'est pas fait. Or, les acteurs publics eux-mêmes sont quand même des super employeurs à l'échelle des territoires, ont beaucoup de relais, sont en porosité avec pas mal de monde, etc. Et je pense que c'est un des leviers. Un deuxième levier, c'est qu'en fait, depuis pas mal d'années, on a sous-estimé l'articulation entre les actions en matière d'inclusion numérique et les réseaux associatifs. À l'exception de quelques réseaux bien capés aujourd'hui, bien musclés sur le sujet, je pense aux centres sociaux par exemple, et particulièrement dans cette région. Pour le reste, la plupart du tissu associatif ordinaire, il est en partie en situation de difficulté avec le numérique, et or, il n'est pas forcément en situation de difficulté avec plein d'autres choses. Et il a un effet levier. Et à un moment, des endroits, moi je pense que là-dessus, la politique de Brest a été extrêmement inspirante parce que depuis 20 ans, ils ont fertilisé le terreau associatif, ce qui veut dire qu'il y a tout un ensemble d'acteurs qui n'ont rien à voir avec le numérique et qui savent faire ces liens-là. Moi, je donne ces 2 premiers points d'entrée, mais ils ne suffisent pas. Il faut multiplier les ruses et il faut aussi arriver à démonter des préjugés de part et d'autre, hein, parfois du côté des publics, parfois du côté des acteurs institutionnels. Plus ça ressemble à une politique sociale palliative et plus les gens se mettent en retrait. Alors effectivement, c'est toute la question de la prescription et je pense que le thème, la thématique de notre journée est vraiment aussi autour de ça. Où se fait la médiation numérique, où se fait la prescription, quel est le lien entre les différents acteurs. Tu parles des associations, effectivement, comment identifier des publics en difficulté grâce aux associations, grâce aux
aux professionnels ou aux bénévoles qui sont au contact direct des personnes là où elles sont. C'était aussi le sujet qu'on a beaucoup abordé dans notre NEC l'année dernière. Est-ce que, je regarde en régie, est-ce qu'il nous reste du temps pour des questions? Une, deux questions. On a le droit à 2 questions. Bon, je vous invite à... Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Ah, on va prendre la dernière question. Allez. Pardon, on m'a donné une boîte. Enchantée. Plus qu'une question, 2 ouvertures peut-être, parce qu'on on rediscutera cet après-midi, je serai en table ronde aussi. Emmanuelle Roux, dirigeante du Chaudron.io, entre autres, et présidente depuis peu du Synov Numérique, le syndicat des petites et moyennes entreprises du numérique, et administratrice d'un menu. Je voulais juste partager 2 points. On en discutera tout à l'heure. Je n'entends pas depuis ce matin le mot de l'entreprise. Et or, nos citoyens sont très souvent des acteurs de l'entreprise. Ils sont clients de l'entreprise, ils sont salariés de l'entreprise, etc. On en parlera, mais avec le Chaudron, j'ai longtemps ouvert des Fab Labs. À un moment donné, on a conclu que les gens ne viendraient pas jusqu'à nous et avaient peur de nous parce qu'on représentait un monde qui leur semblait étranger. Et on a fait et on a ouvert le Chaudron à Lille, je suis très content d'être là, en ouvrant la première techno-auberge chez Decathlon pour adresser les salariés en difficulté de Decathlon, avec des cadres dirigeants qui vous disent « Moi, j'ai beau être le patron du vélo Between, eh bien, le patron au sens celui qui fabrique les vélos, celui qui conçoit les vélos, je pense que je suis dépassé parce que comme le vélo devient un objet technologique, c'est la DSI qui va bientôt faire le vélo de demain. » Et donc, c'est ma deuxième ouverture, c'est de dire que je pense qu'il faut faire attention à ne pas se dire qu'être inclus, c'est être un usager du numérique. La question que moi je pose, c'est comment on reste tous producteurs et citoyens. C'est-à-dire que si on nous avait appris à l'époque de Jules Ferry à dire « la population doit savoir lire, elle n'a pas besoin de savoir écrire », on ne serait pas dans la même société qu'aujourd'hui. Et donc, comment on reste en capacité de créer le monde parce qu'on peut le penser et l'écrire. Voilà, c'est les 2 points que j'avais envie d'introduire. Et puis, on aura la journée pour en discuter. Et du coup, j'ai super envie de réagir, Emmanuel, sur 2 choses qui me paraissent importantes dans ce que tu dis. Première chose, il y a des constats de 2020 qui sont le fait de beaucoup mieux voir qu'à l'intérieur des entreprises ou des organisations publiques, une part des grandes compétences et talents et aptitudes numériques sont tout en bas de l'échelle. C'est-à-dire que tout un ensemble de choses se sont révélées dans les collectivités. On a découvert que, ah bah tiens, il y avait beaucoup d'agents de catégorie C, y compris de gens qui étaient dans des métiers dits manuels, etc., et qui en fait étaient des cadors en numérique. C'était quand même bien aidant par rapport à des gens plus hauts dans la hiérarchie qui, eux, ne l'étaient pas. Et donc, la Poste a fait ces constats-là, les entreprises ont fait ces constats-là, etc. La minute d'après, on ne s'est pas valorisé ces acquis. Je pense qu'il y a des logiques de VAE, VAP qu'il faudrait vraiment développer incroyablement plus pour intégrer les talents numériques latents. Il y a beaucoup de gens qui demandent cette formalisation-là aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que la vraie inclusion, en fait, c'est le fait d'être acteur, c'est le fait d'avoir des pratiques. Et c'est extrêmement intéressant de voir que le numérique est depuis 25 ans un champ de pratique amateur énorme dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le numérique, qui a commencé par la musique, a commencé par des usages ludiques, a commencé par des choses comme ça. Et en fait, entre le désarroi que nous provoque le numérique ou voire la détresse et les enthousiasmes et les engagements qui sont dedans, il y a des fondamentaux des apprentissages, c'est-à-dire que c'est la motivation qui fabrique l'apprentissage. Ce n'est pas la punition ou ce n'est pas le fait d'être humilié parce qu'on ne sait pas. Donc, en l'occurrence, toute logique, j'allais dire socio-constructiviste, qui vise à nous rendre acteurs de quoi que ce soit pour monter notre projet associatif, pour bricoler, pour faire de la musique ou tout un ensemble de choses, percole vers d'autres usages numériques et nous rendre vraiment acteurs aussi de la société. Bien, merci pour ces propos, je pense, qui peuvent nous servir de conclusion pour cette table ronde. Je vous invite à applaudir l'ensemble de nos participants. Et puis, Emmanuel, je te repasse la parole pour introduire la suite.
Merci. Alors, on a pris un tout petit peu de retard. On a prévu de commencer les ateliers à 11h. On va décaler à 11h15. Vous avez le temps de prendre un café tranquillement. Les ateliers vont vraiment avoir pour objectif de répondre à toutes ces questions-là qu'on a posées, de comment on crée une nouvelle coopération pour aller explorer ensemble de nouveaux territoires d'inclusion numérique. Et là, on a deux très bons exemples. L'exemple soulevé par Emmanuel, comment on fait ça en entreprise. Donc, il y a déjà des choses qui sont faites plutôt vers les TPE, les artisans, etc. Mais la question de le faire dans des plus grandes entreprises se pose évidemment. L'illustration que donnait Jacques-François des difficultés de certains acteurs du monde associatif à s'emparer pleinement du numérique et tout ce que ça implique sur les bénévoles, les bénéficiaires qui ne sont peut-être pas assez accompagnés par ces acteurs-là, qui pourraient être de vrais acteurs relais, malgré plein de choses super intéressantes qui se passent dans plein de structures associatives, hein, mais on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Et parmi les autres sujets, on a pointé également la question des zones rurales, qui est vraiment une question récurrente sur les questions d'inclusion numérique. Et comment on fait de l'inclusion numérique en zone rurale? Ce n'est vraiment pas les mêmes problématiques qu'en milieu urbain. On l'a abordé aussi ce matin, et on va voir ça par l'exemple. La question des tiers-lieux, on a parlé aussi tout à l'heure, comment on fait de l'inclusion numérique dans les tiers-lieux. Et enfin, un dernier sujet important pour nous, c'est un sujet sur lequel on voudrait se pencher en 2022 au niveau des assembleurs et nos partenaires, c'est la question de la santé. Il y a plein d'actualités qui vont amener à développer des usages et des compétences en matière de santé numérique. Et aujourd'hui, on voit que là aussi, on est sur un sujet où la connexion entre les acteurs de l'inclusion numérique et la connexion des acteurs de la santé peut largement être renforcée. Donc on va sur tous ces sujets-là, ces 6 sujets, hein, école, bien sûr que j'ai oublié, école, entreprise, santé, campagne, tiers-lieux, association, explorer ensemble comment on peut développer de nouvelles coopérations autour de ça. De manière pratique, les ateliers vont se tenir dans la grande salle à gauche, derrière le café, autour des tables de ping-pong qui sont installées. Donc, il y aura le nom de chaque atelier sur chaque table. Et je vous invite donc à rejoindre ces tables-là à 11h15 pour qu'on puisse enchaîner sans trop de retard. Merci. Emmanuel, est-ce que je peux juste faire un petit appel? J'y pense en t'entendant parler de coopération, et comme le territoire des Hauts-de-France est particulièrement fertile en la matière, dans le cadre, on a un laboratoire où on travaille avec des chercheurs. L'idée, c'est de produire des recommandations sur un certain nombre de sujets, ou en tout cas des réflexions partagées avec vous. On essaie de défricher certains sujets. Et là, on va produire tout un travail sur les coopératives et la place des acteurs publics dans ces coopératives, que ce soit des collectivités territoriales ou l'État. Donc, si vous avez une coopérative et que vous souhaitez inclure des acteurs publics au sein de ces coopératives, ou à l'inverse, que vous soyez un acteur public et que vous souhaitez rejoindre des coopératives, n'hésitez pas à venir nous voir. Bon, les assembleurs, évidemment, mais vous également, puisqu'on va ouvrir ces travaux-là. Merci. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'il y a un petit stand Aidant Connect, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Aidant Connect. Il est dans le hall à côté du café, hein, et aussi un atelier dans cette salle. Voilà. Bon, si vous êtes perdu dans tous les ateliers, vous venez nous voir, hein. Voilà, vous nous demandez où ça se tient, et si vous avez besoin d'aide pour choisir le sujet, n'hésitez pas non plus.